Et bonjour Louise Bernard. Bonjour à tous et à toutes. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Des retours. Le retour de The Voice All Star, oui déjà. Le retour des images de la Ligue 1 sur TF1. Le retour des accusations contre Facebook. Et puis aussi le décès d'un acteur de Friends et de Belle Harangue. Oui, vous verrez ce que c'est. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, le film Alita Battle Angel. J'ai fait attention à mon accent anglais, puisqu'il paraît que la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. 3 840 000 téléspectateurs, 19,3% de part d'audience devant TF1. Deuxième, France 2, avec les aventures de Rabbi Jacob, plus facile à prononcer. 3 250 000 téléspectateurs, 14,6% de part d'audience. Donc c'est 500 000 d'écart, hein. C'est assez honorable pour France 2. Troisième, M6, très en forme. Capital proposait un nouveau numéro, 2 800 000 téléspectateurs, 13,4% de part d'audience. Son meilleur score depuis le début de la saison. C'était un magazine sur les secrets des champions du hard discount. Et samedi soir ? Alors, samedi soir, c'était la finale de The Voice sur TF1. Ça a été le programme le plus vu, 3 750 000 téléspectateurs devant la victoire d'Anne Silla, que vous recevrez tout à l'heure. Moins bien que la finale de The Voice Kids un an plus tôt, mais avec une très bonne part d'audience sur la cible commerciale. La fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans, chère aux chaînes privées, 29,5%. France 3 arrive deuxième avec une rediffusion de Commissaire Magellan, 3 280 000 fidèles. Et puis France 2, sous les 2 millions, avec les enfants de la télé, 1 890 000 téléspectateurs devant le divertissement. Et on passe à vendredi soir. Quelle chaîne a fini en tête des audiences ? France 2 est très largement près de 3 millions de téléspectateurs de plus que sur TF1. De plus ? Alors, mais de plus, quel est l'un des rares, voire seul programme capable de générer un tel écart ? Je le sais, mais dites-le. Capitaine Marlowe, évidemment. Désormais sur la 2 et le vendredi soir, la série a écrasé la concurrence en attirant 6 290 000 téléspectateurs contre 3 370 000 sur TF1, qui était donc devant Danse avec les stars. Le concours de danse qui réalise sa moins bonne audience de cette saison, mais là aussi très forte sur les femmes responsables des achats. Et puis troisième place du podium, désormais habituel pour NCIS sur M6, 2 millions de téléspectateurs devant l'épisode inédit. Et puis un mot d'audience un peu particulière, celle de Free qui proposait hier soir une première, diffuser gratuitement les meilleurs moments du Classico au MPSG sur son application Free Ligue 1. Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad, la maison mère de Free, était venu nous l'annoncer ici mardi dernier. Alors le résultat ? Un record historique de téléchargement de l'application depuis l'annonce, avec une audience multipliée par 2 hier par rapport aux journées de championnat précédentes. Plus d'1 million de vidéos vues et 3 millions de pages vues. Culture Média. On passe au journal des médias avec la version All Star de The Voice qui s'est terminée samedi soir, vous l'avez dit, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Non, elle reviendra, c'est ce qu'affirme Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1 au journal Le Parisien. Elle reviendra d'ici 2-3 ans, dit-il. La version All Star de The Voice, pour rappel, elle rassemblait d'anciens candidats du télécrochet. Il en reste de nombreux à contacter puisqu'en 10 ans, il y a eu des centaines et centaines de talents à participer, de quoi faire d'autres saisons All Star. Et puis surtout, il faut dire que le concept plaît aux cibles privilégiées TF1, notamment aux femmes responsables des achats de moins 50 ans. Oui, encore elles. Très importante pour les revenus publicitaires de la chaîne, mais pas seulement. Ça plaît beaucoup aux enfants aussi. Et là aussi, c'est important puisque c'est le public de demain, comme l'a expliqué Rémi Faure au Parisien. En attendant, il y aura une nouvelle saison de The Voice début 2022, une version classique avec de nouveaux candidats et on connaît désormais le jury. Oui, ce sera le même que pour la saison précédente, la 9e. Je mets celle All-Star à part. Toujours selon le Parisien, 4 coachs. Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney. C'est la première fois depuis la saison 2 qu'un jury reviendra à l'identique. On a appris hier soir le décès d'un acteur de Friends. L'acteur James Michael Taylor est décédé d'un cancer de la prostate à 59 ans. Il incarnait Gunther. C'est un personnage secondaire mais très récurrent dans la série. Pendant 10 ans, il avait participé à 150 épisodes sur les 235. C'était le gérant du café Central Perk où on retrouvait toute la bande. Personnage fou, amoureux de Rachel, joué par Jennifer Aniston, sans jamais oser le lui dire. C'était d'ailleurs un des gags récurrents de la série et il avait fini par enfin lui avouer ses sentiments dans l'ultime épisode de la série. J'ai appris que tu partais ce soir, mais j'aurais voulu pouvoir te dire que je t'aime. Bon, alors je sais pas si ça peut faire changer les projets que tu as, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Gunther! Je t'aime beaucoup, moi aussi. Pas du même amour que toi, j'imagine.
Mais je t'aime. Jennifer Aniston, qui a d'ailleurs réagi à la mort de James Michael Tyler en partageant justement cet extrait sur son compte Instagram, en anglais, avec un message « Friends n'aurait pas été pareil sans toi. Merci pour tous les rires que tu as apportés à la série et dans nos vies, tu vas tellement nous manquer. » Un nouveau lanceur d'alerte étrille Facebook. Facebook à nouveau dans la tourmente après Frances Haugen, dont le témoignage a plongé le groupe dans la tempête. C'est au tour d'un autre ex-employé de dénoncer les pratiques du réseau social. D'après le Washington Post, il aurait livré son témoignage à la SEC, c'est l'autorité boursière américaine. Il reproche à Facebook d'avoir privilégié les profits plutôt que la modération des contenus problématiques. Il aurait ainsi dénoncé le comportement de managers qui minaient les efforts de lutte contre la désinformation, de peur de froisser Donald Trump ou de moins intéresser les utilisateurs. En parallèle, les médias américains ont publié tout le week-end d'autres documents internes révélés par l'autre lanceuse d'alerte, Frances Haugen. En 2020, Facebook aurait eu conscience de la radicalisation de nombreux utilisateurs et du flot de désinformation en lien avec l'élection présidentielle, sans pour autant réagir. Facebook qui a publié un communiqué pour rappeler ses lourds investissements tout de même dans la lutte contre la désinformation, mais pas sûr que cela soit suffisant ce communiqué, car les révélations pourraient bien continuer d'après un média américain, The Information. Une dizaine d'organisations de presse s'apprêtent à publier d'autres documents de lanceurs d'alerte. Et est-ce peut-être pour cela s'apprêterait s'apprêterait à changer de nom? Les annonces peut-être faites la semaine prochaine, on en parle dans notre prochain dossier. Plus pour s'axer sur le métaverse, je crois, mais vous en parlerez. C'est avec le dossier. Tout à fait autre chose, TF1 autorisé à diffuser des extraits de la Ligue 1. Oui, vous l'avez peut-être remarqué dès hier si vous regardiez Téléfoot. Depuis 14 ans, Téléfoot n'avait plus la possibilité de vous montrer des images de Lille-Brest d'hier, par exemple, ou de Saint-Étienne-Angers de vendredi soir. Eh bien, l'attente, l'absence sont terminées. C'était dès le sommaire, Grégoire Marmotton. Alors pourquoi cela est-il possible désormais? Grâce à un accord avec la plateforme Amazon Prime Video qui détient 80% des droits de la Ligue 1. TF1 a racheté la partie des droits qui concernait l'autorisation de diffusion d'un magazine le dimanche matin qu'Amazon n'utilisait pas. Le coût de l'opération est, comme toujours, gardé secret. Pour l'occasion, TF1 a renommé d'ailleurs la première partie de son émission Téléfoot Ligue 1 au lieu de Téléfoot Actu. Et chaque dimanche, elle proposera un résumé des temps forts de la Ligue 1. Culture Box met les belles harangues ou zarangues, je sais pas s'il y a la liaison ou non, des jeunes à l'honneur ce soir. Harangue, nom féminin, discours solennel prononcé devant une assemblée, une personnalité importante, des troupes. Voilà la définition du Larousse. La belle harangue, c'est une initiative lancée par la Fondation pour l'écriture, une fête de l'écriture et de la parole pendant 15 jours. Chaque jeune qui le souhaitait pouvait écrire un texte, puis le déclamer en public. Où est le rapport avec les médias? Le voici. 10 d'entre eux ont été sélectionnés dans toute la France pour participer à une soirée diffusée ce soir sur Culture Box. Et tous leurs textes sont sur un même thème. Et si chacun met en avant des valeurs ou des visions différentes, c'est solidarité, bienveillance, égalité des sexes pour d'autres, système éducatif français aussi, et si on apprenait différemment. Le but, c'est d'emporter le public, de partager son enthousiasme. Ils seront entourés d'artistes comme Team Dub, Féfé, Ours ou Julie Zenati qui donneront leur avis sur ces discours. C'est ce soir à 21h05 sur Culture Box, présenté par Raphaël Yem. Ouest France ne publiera plus de sondages politiques avant la présidentielle. Et le premier quotidien de France préfère miser sur le reportage. Dans un éditorial, le rédacteur en chef François-Xavier Lefranc critique la passion des médias pour les sondages. À chaque élection, on veut connaître le résultat avant même que les Français aient voté. Et il poursuit, ce n'est pas la consultation de panels représentatifs qui redonnera de la vigueur à la démocratie, c'est l'écoute et la consultation de chacun et chacune, d'où ce choix pour le reportage. Et on se souvient que le Parisien avait pris la même décision il y a quelques années. Le nouveau patron Jean-Michel Salvatore 2017, est revenu sur cette décision il y a quelques mois. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.